Pour les gens qui ne le connaissent pas, je vais présenter très brièvement et très incomplètement Loren Gollner. Donc, Loren est un marxiste non académique, non étatiste, qui s'intéresse aux transformations concrètes du capitalisme, à ces transformations économiques, et à la fois aussi aux luttes des travailleurs. Il n'hésite pas à se rendre dans le monde entier quand il peut, pour être au plus près des luttes. Il a écrit de nombreux articles depuis de nombreuses années. Et il anime aux États-Unis un groupe, une revue, qui se nomme Insurgent Notes. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais marquer. Donc, il y a un site, en fait, depuis 2 ans. Marque l'URL. Voilà, ils sont intervenus dans le cadre du mouvement Occupy, que vous connaissez certainement, qui a fait pas mal bouger les États-Unis depuis un an et demi. Donc c'est insurgentnotes.com. Là, il y a une série d'articles, vous en êtes à votre 7e numéro, c'est ça, hein, qui est sorti en octobre, Loren. Voilà, donc ce soir, il va vous présenter à partir de son analyse marxiste, en essayant de faire vivre, d'articuler les concepts hérités de Marx, une vision globale en fait du capitalisme et de la crise, qui tranche avec beaucoup de discours ambiants. Voilà, je vais te laisser la parole, Loren. Bonsoir les camarades. Je suis très content d'être de retour à Paris après une absence de presque 10 ans. Et ce que je compte faire ce soir, comme le camarade vient de vous expliquer, c'est d'abord une version très abrégée de la théorie marxiste de la crise capitaliste, avec des précisions sur l'époque actuelle. Ensuite, je veux entrer dans une histoire assez abrégée aussi, des cycles de développement du capitalisme et la façon dont ce développement a conditionné les luttes à travers à peu près 2 siècles jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, je vais, s'il y a le temps, je veux vous parler d'une ou 2 luttes très intéressantes qui avaient lieu aux États-Unis pendant le mouvement que vous connaissez qui s'appelle Occupy. Donc, je voulais commencer avec une citation, c'est peut-être ma citation préférée de Marx. On trouve ça vers la fin de ces fameux Grundrisse. Et ça se dit comme ça. Le capital est une contradiction en mouvement où, d'un côté, le temps de travail tend à être réduit à son minimum, alors que, de l'autre, il est posé comme l'unique mesure et la seule source de la richesse. Et donc, je vais essayer de vous montrer, avec ces diagrammes très schématiques, comment est-ce que ça marche. Bon, ce que j'ai esquissé ici, ce sont 3 façons de regarder l'ensemble de la production sociale dans le capitalisme. La première colonne pourrait être en effet n'importe quelle société. Et ensuite, j'entre dans des catégories plutôt capitalistes. Donc, on a ce qu'on appelle les moyens de production, et ça inclut aussi ce qu'on appelle l'infrastructure. Ensuite, les moyens de production, la consommation nécessaire pour la reproduction de la population d'une société. Et enfin, le surplus ou l'excédent qui est là pour, c'est une sorte de liberté qui pourrait être soit consommée, soit investie. C'est une sorte de liberté de la société. Et on peut en effet concevoir tout ce schéma comme un rapport entre le temps libre d'une société
et le temps nécessaire de sa reproduction. On en reparlera. Ensuite, ce que j'ai esquissé ici, c'est la même division de la société en termes de ce que Marx appelle la valeur. Et pour revenir à la citation avec laquelle j'ai commencé, on pourrait dire que l'unité de base de l'accumulation capitaliste, c'est, disons, une heure moyenne de travail social nécessaire. C'est ça un peu la monnaie courante qui fait circuler les biens et la force de travail, le salariat, dans le capitalisme. Et cette heure moyenne de temps nécessaire de travail est en constante évolution, comme vous pouvez vous imaginer, avec l'évolution de la productivité. Et on peut dire d'une autre façon que la productivité de la société capitaliste engendrée par la concurrence est à la fois une nécessité absolue pour les entreprises, mais c'est aussi un peu c'est le mauvais côté du capitalisme, c'est ça qui crée à moyen terme aussi des crises. Donc, dans cette division, on a la plus-value, c'est-à-dire le surplus, entendu en termes de valeur, en termes de ce temps de travail nécessaire. On a le capital variable, c'est le salaire global, et non seulement des salaires comme on reçoit chaque semaine au boulot, mais aussi tous les coûts de la formation de la force de travail. C'est-à-dire l'éducation et d'autres dépenses sociales de ce genre. Et finalement, on a ici la première division capitaliste des forces de production. D'abord, ce qu'on appelle, les marxistes appellent section 1, c'est la production des moyens de production, c'est-à-dire des machines, quoi. Non seulement des machines qui produisent des objets de consommation, mais des machines qui produisent d'autres machines. Et de l'autre côté, on a la section 2, c'est les moyens de consommation. Donc, il ne faut pas vous y méprendre. Ces deux parties de l'ensemble de la production capitaliste sont constamment en mouvement entre eux. C'est-à-dire, bien sûr, les ouvriers qui produisent des machines, ils ne mangent pas de l'acier, ils mangent de la nourriture comme tout le monde. Et aussi, pour la production des moyens de consommation, il faut des machines. Donc, et ça, c'est toute une problématique dans la théorie de l'accumulation marxiste, dont je ne vais pas parler ce soir, à moins que quelqu'un veuille en parler dans la discussion. Et finalement, on arrive à la façon dont les capitalistes eux-mêmes, de façon assez approximative, comprennent tout ça. Parce que bien sûr, les capitalistes se foutent royalement des valeurs d'usage et ils ignorent complètement la valeur, la division du produit social en termes de valeur, mais ils arrivent à connaître tout ça à travers les prix. Pardon. Alors, donc, on a ici, pour les moyens de production, ce que Marx appelait le capital fixe, c'est plus ou moins les machines dans l'industrie. Et de l'autre côté, il y a le capital circulant. Et en effet, il s'agit des ressources naturelles, du charbon, des choses nécessaires pour la production, mais qui ne sont pas fixes dans la production. C'est aussi une longue discussion, mais c'est ça en bref. Ici, c'est les salaires ou le salaire total, encore une fois, non seulement le salaire hebdomadaire ou mensuel, mais aussi
toutes les dépenses de la société pour créer une force de travail appropriée pour le niveau de production actuel. Ici, c'est la partie peut-être la plus importante, c'est la division de la plus-value dans les termes où il paraît directement aux capitalistes, c'est-à-dire le profit, l'intérêt, la rente foncière et une catégorie à part, ce que j'appelle la consommation capitaliste, ou ce que Marx appelle la consommation improductive. Et bon, je veux en parler plus longuement parce que c'est très important. Donc, tout le monde connaît le profit d'entreprise. Et la première chose à souligner, c'est que depuis 30 ans, 50 ans, ça dépend du pays dont on parle, le rapport entre l'intérêt et la rente foncière au profit dans l'industrie devient de plus en plus grand. Enfin, je crois qu'aux États-Unis, c'est maintenant peut-être 60% de la plus-value apparaît aux capitalistes sous la forme d'intérêt ou de la rente foncière. Mais toutes ces trois catégories, bien sûr, dépendent de la production, de la plus-value dans la production elle-même. Donc, c'est déjà dans la classe capitaliste elle-même une énorme tranche qui n'est pas forcément réinvestie dans la production. Et finalement, la consommation capitaliste, c'est une catégorie essentielle. Parce que je ne parle pas que de la consommation des capitalistes eux-mêmes, je parle aussi de tous les dépendants de la classe capitaliste. Il y a une belle formulation dans Le Capital, tome 1, je crois, Marx parle du roi, des généraux, des profs et des putains, comme une sorte de vue d'ensemble de façon très satirique de cette population. Mais en réalité, on peut faire une longue liste. D'abord, les dépenses pour l'État. Aux États-Unis, l'État est 40% du produit brut annuel. Et donc, c'est-à-dire une énorme armée de fonctionnaires qui travaillent pour l'État, non seulement dans les bureaucraties, mais aussi l'armée, les prisons, la police, enfin, et ensuite les fonctionnaires des entreprises eux-mêmes, qui sont aussi, qui font partie de cette population de consommation improductive. Et j'ajoute aussi des cols blancs, entre guillemets. C'est une longue discussion parce que décider qui exactement est productif et qui ne l'est pas est un débat qui dure depuis qu'il y a le marxisme. Mais je veux dépasser un peu ces débats en parlant de la consommation improductive de cette population. Aux États-Unis, j'estime que cette population est peut-être 40 ou 60% de la population active. C'est énorme. Et c'est important pour nous parce que quand on essaie de concevoir une révolution sociale qui met fin au capitalisme, on peut facilement imaginer que la dissolution de toutes ces catégories de consommation improductive, c'est-à-dire la libération d'une énorme force de travail qui actuellement ne fait rien pour la société dans son ensemble, permettra très facilement, en relativement peu de temps, une réduction du temps de travail nécessaire pour toute la société. Enfin, c'est une question empirique, je n'ai pas la réponse immédiate, mais on peut bien imaginer que si 60% de la population américaine fait des choses utiles, entre guillemets, et on peut parler plus tard de la définition de l'utile, ce sera vraiment une transformation profonde de la vie sociale. Alors voilà en gros comment j'envisage
le problème de ces trois angles différents. Je sais que j'ai parlé très vite et j'ai passé très vite par un assez grand nombre de sujets, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires que vous voulez faire? Non? Donc, bien, ok, je passe à la page suivante. Ah, pardon, j'ai oublié. J'ai laissé de côté encore une catégorie pour moi très importante, c'est le capital fictif. Qu'est-ce que le capital fictif? Si vous avez regardé mon site, vous verrez, ou vous aurez vu que c'est une obsession de ma part, entre autres choses parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent en ces termes-là. Mais pour moi, le capital fictif, ce sont des titres à la richesse sociale qui ne correspondent à aucune plus-value. Et en réalité, il y a un chapitre assez bref dans le tome 3 du Capital où Marx parle du capital fictif, mais à son époque, dans les années 60, quand il écrivait le Capital du 19e siècle, le capital fictif existait, mais ce n'était pas important. Il n'avait pas pris les dimensions qu'on voit dans l'actualité. Mais en réalité, le capital fictif n'est pas différent des autres capitaux. Le capital, pour la classe capitaliste, est un titre à la richesse. C'est une action de bourse, c'est un bon de trésor, c'est une hypothèque que quelqu'un doit payer tous les mois. Ce sont des formes différentes de papier et qui rapportent un certain paiement tous les mois, tous les ans. Et pendant une certaine période, dans le cours d'un cycle capitaliste, ces papiers ne correspondent pas forcément à la vraie plus-value qui est derrière, pour ainsi dire. Et donc, au cours du cycle, cette masse de capital fictif grandit de plus en plus et grandit surtout parce que, à cause de cette augmentation de la productivité dont j'ai parlé tout à l'heure, cette citation des Grundrisse, le capital est constamment en train de dévaloriser, de se dévaloriser. C'est-à-dire qu'une crise comme l'actuelle, ou bien un certain nombre de crises qu'on connaît depuis les années 70, c'est une sorte de forme rétroactive de la planification sociale. Mais c'est la planification par le chaos, parce que le capitalisme est un système au fond anarchique, je veux dire, éparpillé dans des milliers d'entreprises, et la seule vraie rationalité de ce système, c'est le moment de dégonflement de toutes ces valeurs fictives pour que le système reprenne un taux de profit réel qui correspond en quelque sorte à la plus-value existante. Bon. Maintenant, je passe à l'histoire. C'est dommage qu'on n'a pas tous ces trois tableaux côte à côte parce que c'est plus facile de passer de l'un à l'autre. Mais Marx, dans le Capital tome 1, distingue entre ce qu'il appelle la domination, entre la plus-value absolue et la plus-value relative. Il n'en fait pas vraiment une périodisation historique du capitalisme comme je vais le faire, et je crois que c'est implicite. La plus-value absolue est la plus-value qu'un capitaliste obtient en prolongeant la journée de travail. Et au cours de l'histoire du capitalisme,
comme vous savez, par exemple, au début du 19e siècle, la journée de travail en Europe ou aux États-Unis, c'était 12 heures par jour, 14 heures par jour, parfois 6 jours par semaine, parfois 7 jours par semaine. Donc, vraiment infernal. Et la tendance dominante de la période que j'appelle, et Marx définit la phase du capitalisme où il y a une prédominance de la plus-value absolue comme domination formelle du capital. Et donc si on regarde concrètement l'histoire du 19e siècle dans les pays capitalistes, enfin disons les premiers pays capitalistes importants, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis, la France et l'Allemagne, on constate que, à travers des luttes ouvrières surtout, à partir du milieu du 19e siècle, il commençait à y avoir une agitation de plus en plus répandue pour une journée de travail plus brève. Et donc, en Angleterre surtout, il y avait eu une législation là-dessus. Et en réalité, même à la fin du 19e siècle, la journée de travail moyenne dans la plupart des pays capitalistes était toujours entre 10 heures et 12 heures. Donc c'était surtout la prolongation de la journée de travail qui faisait la force du capital. Je ne dis pas, et je ne fais pas une séparation schématique, la plus-value absolue et la plus-value relative, à laquelle j'arriverai dans un instant, existent toujours côte à côte. Parce qu'il y a la plus-value relative, c'est l'intensification du processus du travail. C'est-à-dire, au lieu de prolonger la journée de travail, on fait que l'ouvrier travaille davantage, produit davantage dans une heure de temps de travail, c'est-à-dire le machinisme. Et il y a de beaux passages dans le livre de Marx, Les Grundrisse, où il parle beaucoup de l'importance de la technologie, l'innovation technologique et tout ça. Tout cela pour dire que ces deux formes de plus-value coexistent tout le temps dans le capital, comme capitalisme, mais moi je dirais que jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était la plus-value absolue qui était dominante. Et ensuite, à travers une crise dont je parlerai tout à l'heure, on est arrivé à une phase de ce qu'on peut appeler la domination réelle, dans laquelle la plus-value relative est devenue dominante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a du temps de Marx, le capitalisme étudié par Marx dans la bibliothèque à Londres. C'était un capitalisme marqué par des crises presque tous les 10 ans. 1819, etc. etc. Marx a publié le tome 1 du Capital en 1867. Et donc, juste au début d'une longue période inconnue jusque-là dans l'histoire du capitalisme, ce que certains historiens appellent la longue déflation, c'est-à-dire une période de 23 ans pendant laquelle les prix étaient en baisse constante et les capitalistes étaient ahuris parce que, bien sûr, les profits aussi étaient en baisse et ça semblait être vraiment exactement la prévision de Marx dans le Capital, que le capital s'étoufferait par la baisse immédiate du taux de profit. En même temps, et comme une sorte de produit direct de cette tendance vers la baisse, c'était l'époque de l'impérialisme en tant que tel, à distinguer du colonialisme d'avant. On en reparlera quand il y a la discussion, si vous voulez. Mais cette dernière période, juste avant la Première Guerre mondiale, est extrêmement intéressante parce que dans les dernières années, c'est-à-dire à partir de
1910-1912, jusqu'à l'éclatement de la guerre, il y avait une tendance vers la crise dans toutes les pays capitalistes importants. Et en même temps, une intensification très importante de lutte ouvrière. Fameuse grève des mineurs d'or en Russie. En Angleterre, c'était le bordel avec les syndicalistes révolutionnaires, avec l'agitation anticoloniale irlandaise, les féministes, enfin, tout à la fois. C'était vraiment une situation extrêmement intéressante. Après la guerre, le roi d'Angleterre a dit « Merci à Dieu pour la guerre, elle nous a sauvés de la révolution ». C'était comme ça que la classe dirigeante anglaise sentait la situation juste avant août 1914. Bon, donc, on entre dans une nouvelle phase. Et j'appelle cette phase la longue dévalorisation. Et c'est une nouvelle phase dans laquelle, à la différence du 19e siècle, la crise capitaliste ne s'exprime pas que par les déflations, crise de la bourse, baisse des salaires, baisse des prix. Non, ça ne suffisait plus. Il fallait la destruction directe des forces productives, à la fois des capitaux et de la force de travail, c'est-à-dire de la classe ouvrière. Et donc, on entre dans 30 ans de deux guerres mondiales, le fascisme, le stalinisme, la crise de 29 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 30 ans assez infernal pour le système, enfin, et surtout pour la population travailleuse. Et au cours de cette période, il se développe une nouvelle forme de domination capitaliste. J'ai oublié de mentionner aussi que dans toute cette période, il y avait une tendance de l'organisation légale dans le cadre de la dite démocratie, des syndicats et des partis ouvriers. Surtout le Parti social-démocrate allemand, mais aussi le Parti socialiste en France, et le Parti travailliste en Angleterre. Donc tout cela qu'on peut appeler le mouvement ouvrier classique. Et au cours de cette crise de la longue déflation, ces formes d'organisation ont débouché sur l'État keynésien. Enfin, avec le fascisme, avec le stalinisme, mais surtout avec les transformations en France, avec le Front populaire, avec l'époque de Roosevelt aux États-Unis. On a débouché en 1945 sur une nouvelle forme d'organisation de l'État capitaliste basée sur cette nouvelle période de la plus-value relative et de l'intensification du travail, qui a duré, en France, on connaît cette période comme les 30 glorieuses. En réalité, les 30 glorieuses, c'était plutôt les 25 glorieuses, au moins dans beaucoup d'autres pays. Mais c'était une période pendant laquelle on avait l'impression que le capitalisme avait dépassé les crises du 19e siècle. Avec le keynésianisme, il y avait une gestion consciente et intelligente du système pour empêcher l'émergence de nouvelles crises. Et bon, voilà, au début des années 70, on a vu que ce n'était pas du tout vrai. Et dans la décennie avant l'éclatement de la crise, comme une partie de la crise, une vague énorme mondiale de grèves et surtout de grèves sauvages, ici en Europe comme aux États-Unis. Mai 68 en France, l'automne grimpant en Italie, beaucoup de grèves sauvages aux États-Unis, et la soi-disant crise pétrolière de 1973 et la récession de 73-75 a mis fin à cette période, et de façon très abrupte. Et donc on entre dans
l'actualité, pour ainsi dire, une nouvelle période de dévalorisation qui a trois aspects. L'introduction de la haute technologie et une formation du capital, qu'est-ce qu'on dit en français, une accumulation et une innovation technologique basée sur le capital intensif. Le deuxième élément, c'est la destruction, mais sous une autre forme, plus subtile. En général, dans toute crise, mais surtout dans la crise entre les deux guerres et la crise actuelle, la tendance importante, c'est la destruction de V, c'est-à-dire le salaire global, et de C, les forces productives, pour renforcer S, la plus-value à la disposition de la classe capitaliste. Et donc, on voit ça dans la dévastation d'un tiers de la planète, surtout un certain nombre de pays d'Afrique et d'Amérique latine, aussi dans la désindustrialisation de zones importantes dans des pays du centre, entre guillemets, comme Alsace en France, La Ruhr en Allemagne, Détroit et les alentours aux États-Unis. Et finalement, en même temps, comme une apparente contre-tendance, la montée du capitalisme est-asiatique. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, voilà, vous parlez de la crise du capitalisme, vous parlez d'une période de longue dévalorisation. Qu'est-ce que vous aviez à dire sur la montée de la Corée du Sud, de Taïwan et surtout dans les dernières années de la Chine? Et moi, pourtant, je considère que cette montée du capitalisme est-asiatique fait partie de la crise. Et comment? Fin des années 70, en Chine, c'était la fin de la révolution, la dite révolution culturelle. Et aux États-Unis, c'était vraiment l'épuisement de l'ancienne forme d'accumulation keynésienne, de l'État keynésien. Et en effet, que ce fût conscient ou non, les deux classes dominantes ont trouvé un certain accord, et l'accord était comme suit, c'est-à-dire d'un côté, les capitalistes en Occident devaient baisser les salaires réels des ouvriers. Mais pour compenser au moins un peu cette baisse des salaires, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait importer énormément de produits de consommation produits dans les pays asiatiques. Je crois que c'est ça une chose fondamentale à comprendre, que la montée de la Chine, surtout à la suite de la montée des tigres dans les années 70 et des années 80, c'est pas une répétition de l'accumulation capitaliste comme on a vu au 19e siècle avec l'hégémonie de l'Angleterre, ensuite des États-Unis, avec la montée de l'Allemagne. C'est très intéressant que dans un certain nombre de think tanks chinois, des chercheurs du régime se penchent sur l'histoire de la montée de l'Allemagne en se posant la question, est-ce qu'il y a un parallèle important entre la montée de l'Allemagne et la montée actuelle de la Chine? Et moi, je crois que c'est une question très mal posée, très problématique, parce qu'on est dans deux périodes vraiment différentes de l'accumulation capitaliste. Et pour la raison, essentiellement pour la raison que j'ai dit, que les investissements massifs américains et européens en Chine depuis 20 ans, 30 ans, sont là, effectivement, pour produire ces biens de consommation bon marché pour la consommation de la classe ouvrière en Occident. Et rien de plus. C'est compliqué, on peut en parler longuement, ce serait toute une discussion en elle-même, et ça, c'est ma thèse, vous pouvez la critiquer. Donc,
quelles sont les nouvelles formes de lutte produites par cette nouvelle forme de crise. Et moi, personnellement, je crois que de cette crise, il n'y a pas d'issue. La seule issue possible, c'est la même issue, ou pire, comme dans la période 1914-1945, c'est-à-dire guerre, destruction, et avec une possible phase de reconstruction après. Mais je vois très mal, j'ai du mal à voir comment ça pourrait se produire. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une ou deux luttes de Occupy qui me semble représenter une tendance nouvelle. Je suis peut-être optimiste, mais c'est à vous de décider. Vous avez sans doute suivi les événements généraux de Occupy à partir de l'automne de l'année dernière aux États-Unis. Et Occupy était extrêmement différent. Il y avait au total 1500 Occupy dans tous les États-Unis. C'était vraiment de l'inédit, sans précédent. Même dans les années 60, quand il y avait des mobilisations encore plus intenses, quand il y avait vraiment un certain sentiment d'un début d'une guerre civile, avec Occupy, la différence c'était que ce mouvement a duré 6 mois. Dans les années 60, c'était des grandes manifs, des émeutes, etc., de 2, 3, 4 jours, et puis c'était fini pour un certain temps. Alors que Occupy, dans beaucoup de situations, a duré jusqu'au printemps de cette année. Bon, en gros, Occupy était surtout connu par ce qui s'est passé à New York. C'est effectivement là où le mouvement a commencé. Et j'ai été personnellement, malheureusement, en Corée au moment où Occupy a commencé, mais je suis retourné très vite aux États-Unis, à la côte ouest, où j'ai pu participer à quelques actions, disons, exemplaires. Mais à la côte est, Occupy, c'était, comme on a dit dans beaucoup de journaux, un mouvement des couches blanches, moyennes, éduquées et au chômage. Et c'était vraiment l'essentiel du mouvement. Quand j'ai pu retourner à New York, c'était déjà mi-novembre. Le mouvement était toujours en pleine expansion. Et en réalité, j'ai parlé avec des camarades qui sont allés, si vous connaissez un peu la géographie new-yorkaise, Manhattan, c'est vraiment le centre commercial avec une population à majorité blanche, alors que les populations noires et latino c'est le mot pour toute personne de nom de famille espagnol ou de langue maternelle espagnole aux États-Unis, c'est dans ce qu'on pourrait appeler la banlieue. Et donc, un certain nombre de camarades sont allés à la banlieue pour essayer d'intéresser les jeunes de ces quartiers, ainsi que ce qui se passait à Wall Street. Et, par exemple, un camarade m'a raconté quand il a parlé avec des Noirs à Harlem, ils ont répondu « Ah, mais tu me parles de ces petits blancs qui font de l'agitation là à Wall Street ?» C'est comme si c'était une autre planète. Et un certain nombre de camarades, et non seulement les miens bien sûr, ont amené de jeunes de ces quartiers pour voir ce qui se passait. Et ils sont partis tout de suite en regardant autour d'eux. Ce mouvement n'a rien à voir avec nous. Une question très importante, c'était la question de la police. Parce que il y avait énormément de gens avec des illusions sur les clips. Au début, c'était très majoritaire. Ce slogan que vous connaissez probablement, des 99% contre l'1%, en soi-même un slogan complètement populiste et à mon avis assez ridicule.
bien sûr, les flics faisaient partie des 99%. Nous sommes pour les syndicats. Vous avez des syndicats, pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie de notre mouvement? Et 5 minutes plus tard, c'était le gaz lacrymogène, des arrestations massives, des choses pareilles. Et en réalité, même à la fin du mouvement, dans beaucoup d'endroits, ça n'a pas vraiment changé. Au centre des États-Unis, dans ce que certains peuvent appeler l'Amérique profonde, ou le grand désert américain, il y avait des Occupy qui ont été dominés par la droite et l'extrême droite. Parce que la droite et l'extrême droite aux États-Unis, c'est anti-étatique comme la gauche populiste. Donc, ils sont venus, d'accord, on est tous contre Washington, on fait partie de votre mouvement. À Seattle, les fascistes ont essayé d'adhérer au mouvement, ils ont été physiquement expulsés par le service d'ordre. Tout cela pour vous dire que c'était très varié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de très intéressant, à mon avis, sur la côte ouest? C'était une lutte entamée par un affrontement à Longview, un petit bled dans l'État de Washington au nord-ouest. Toute la côte de l'ouest américaine, des dockers sont organisés par le syndicat probablement le plus à gauche de tous les syndicats américains. C'est pas dire grand-chose, mais c'était un syndicat fondé par le Parti communiste dans les années 30, à travers une grève générale à San Francisco en 1934. Et cette influence est toujours là. Le syndicat s'appelle ILWU, International Longshore Workers Association. Ils ont fait grève pour soutenir la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Ils ont fait grève quand la guerre quand Bush a envahi l'Irak en 2003. Ils ont fait grève pour appuyer Mumia Abu Jamal. C'est-à-dire, bon, un syndicat progressiste, entre guillemets. Alors, en septembre 2011, il y avait une entreprise multinationale américaine, japonaise et coréenne qui avait construit un nouvel entrepôt très automatisé ici dans cette petite ville de Longview où il y avait à peu près 300 dockers sur 10 000 sur toute la côte. Et à mon avis, c'était vraiment une sorte de cheval de Troie, une première tentative d'en finir avec le contrôle de toute la côte par ce syndicat. On peut en parler. Enfin, bien sûr, c'est une longue histoire, je passe rapidement sur beaucoup de détails. Mais, alors, avec l'arrivée du premier train d'un cargo jaune, pour ainsi dire, enfin, c'était un entrepôt pour l'importation du riz et des céréales d'Asie, surtout. Un premier train est arrivé et les 300 dockers ont bloqué la voie ferrée. Et ils sont battus avec les flics pendant 3 ou 4 heures. Même le président du syndicat avait le bras cassé par les flics. Il y avait des dizaines d'arrêtés. Et pendant la nuit, les dockers ont détruit le cargo du train, avec des pertes de millions de dollars. Le lendemain, dans 4 ou 5 ports, ici au nord-ouest, tous les dockers ont fait une grève sauvage d'une journée pour soutenir les camarades de Longview. Alors, ça, c'était le début. Et à partir de ce moment-là, dans cette ville, c'était vraiment un état de siège. Il y avait des flics, bien sûr, qui arrivaient chez les dockers à 4 heures du matin pour les arrêter. Il y avait des flics privés. Si vous avez vu les films sur les grandes grèves, les grandes guerres des mineurs dans les montagnes d'Appalaches avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu ça. Des hélicoptères du gouvernement fédéral qui étaient constamment dans le ciel.
Et c'est aussi intéressant parce que ça a introduit une dimension que je n'ai pas encore mentionnée, c'est les lois antiterroristes. À la fin de cette crise, il était évident que tout individu arrêté pour un acte quelconque de violence contre les flics ou contre les jaunes était susceptible à être incarcéré sous les lois antiterroristes. Vous ne savez peut-être pas, mais le 31 décembre de l'année dernière, Obama, très discrètement, a plus ou moins déchiré les Bill of Rights. C'est la préface de la Constitution américaine avec liberté de la parole, liberté d'assemblée, toutes les libertés de base bourgeoise. Mais à partir de maintenant, c'est à la discrétion du président des États-Unis de décider qui est terroriste et qui non. Et si quelqu'un, que ce soit un Américain, que ce soit un étranger, est désigné comme tel, on te met en tôle pour un temps indéfini, sans droit d'avocat, sans procès, sans même accusation. C'est un nouveau pouvoir, presque sans précédent dans l'histoire des droits civils aux États-Unis. J'aime bien entendre parler les progressistes qui s'obstinent à soutenir Obama, comme aujourd'hui, dire que bon, malgré tout, c'est le moindre mal, etc. À mon avis, c'est le plus grand mal, parce qu'un président de droite, entre guillemets, n'aurait jamais pu faire ça impunément. Donc, mais c'est aussi notre thème pour la discussion. Donc, alors que cette lutte est entamée à Longview, il y a une évolution rapide sur la côte ouest avec le mouvement Occupy. Et pour des raisons qui seraient longues à discuter, ici, Occupy a rompu très vite avec l'attitude pacifique et en général libérale, dans le sens américain, de la côte Est. Pourquoi? Parce que dans toute cette région, il y avait, à travers toutes les années du long hiver des années 80, des années 90, il restait quand même quelque chose des mouvements du passé. Par exemple, le IWW a été vraiment très forte dans cette région, parmi les bûcherons, parmi les dockers. En 1919, il y avait une grève générale d'une semaine à Seattle qui a commencé comme soutien à la révolution russe quand on a découvert une cargaison de munitions et de fusils et de canons qui allaient à l'armée blanche. Et la ville était sous le contrôle d'un soviet pendant une semaine. Par exemple, je peux citer d'autres exemples pour les autres villes. Donc, un tournant important, c'était le 8 octobre de l'année passée, quand la mairie de Oakland devait décider d'envoyer les flics contre l'occupation qui était juste en face de la mairie. Et c'est très intéressant que la maire de Oakland, une femme chinoise américaine, et tous ses conseillers sont des ex-membres d'un groupe maoïste, marxiste-léniniste extrêmement dur et militant des années 70, qui avait décidé de faire la longue marche à travers les institutions, etc., etc. Ils se croyaient vraiment bien situés au pouvoir pour faire des choses positives, et puis, tout d'un coup, ils doivent envoyer les flics contre un mouvement de masse. Et pendant la bataille, qui a duré toute une nuit, un soldat qui venait de rentrer d'Irak a été très gravement blessé à la tête par une grenade de gaz lacrymogène. Et quand les gens ont couru pour l'aider, une deuxième bombe est tombée parmi eux. Donc, on a vu ça à la télé, sur la toile, et donc quelques semaines plus tard, le 2 janvier, c'était la première grève
générale à Auckland. Alors, il faut dire grève générale entre guillemets, parce qu'en réalité, c'était à peu près 30 000 personnes. À Auckland, il y a 400 000. Mais ces 30 000 personnes ont réussi à fermer le port pendant 24 heures, avec une certaine participation de la part des dockers eux-mêmes. Et c'était très discuté à ce moment-là. Et ensuite, s'il n'y avait pas un élément de substitutionnisme dans tout ça, mais la réalité était que, pour des raisons compliquées, les dockers ne voulaient pas et ne pouvaient pas faire grève à ce moment. Mais pourtant, les liens avaient vraiment été tissés entre le mouvement, qui n'était pas du tout, comme à l'Est, un mouvement des classes moyennes blanches au chômage. C'était plutôt la grande majorité de Noirs et de Latinos, disons, un certain précariat de la ville d'Auckland qui avait fait ça. Donc, une deuxième grève générale, entre guillemets, a lieu le 12 décembre, plus ou moins avec les mêmes résultats. En même temps, le syndicat international ILWU mobilise contre le mouvement, contre même les membres de Longview, en disant « ça c'est votre affaire, nous on va traverser les lignes de piquet dans tous les ports, sauf à Longview, et donc on ne va pas soutenir en quoi que ce soit ni les dockers de notre propre syndicat, ni les militants de Occupy. » Un navire, le premier navire jaune, arrive et passe 3 ou 4 semaines à quelques kilomètres de la côte, accompagné par 5 bateaux de la côte, de la garde de côte américaine. C'est-à-dire l'introduction d'une dimension fédérale dans cette lutte. Et c'était évident que le navire jaune attendait le bon moment pour arriver, peut-être à 2 h du matin, un mercredi, quand il n'y aurait personne. Mais en réalité, en même temps, il y avait des milliers de militants de Seattle, de Portland et de Oakland surtout, qui étaient prêts à partir accueillir, entre guillemets, ce bateau. Finalement, la situation a été sauvée par le syndicat lui-même, qui est arrivé en disant « Voilà les gars, ne vous en faites pas, on va négocier pour vous. » Alors ils sont entrés dans des négociations secrètes et au bout d'une semaine, ils en sont sortis en disant « Voilà, c'est une victoire, on a négocié un bon contrat pour vous. On ne peut pas vous en révéler le contenu. Et en plus, vous devez le voter ce soir même. Et ensuite, on vous donnera les détails. Et en réalité, les détails, c'était une défaite totale. Mais avec le soutien, avec la couverture, pour ainsi dire, du syndicat même, qui a mis ses propres membres sur le pavé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je ne sais pas, c'est une question très ouverte. Le contrat, enfin, les négociations collectives pour toute la côte vont avoir lieu cette année. C'était probablement une sorte d'introduction pour ça, pour des raisons stratégiques et tactiques. Bon, alors pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire à la fin de ma présentation sur la crise capitaliste? Parce que je crois que ce que l'on a vu, malgré le fait d'une défaite assez grave, c'était pour la première fois depuis très très longtemps, depuis les années 30 en réalité, une convergence entre ce qui reste des syndicats organisés et un nouveau précariat de gens qui travaillent, vous connaissez très bien la chanson, ici en France aussi, enfin, on travaille un petit peu, on est licencié, donc des gens qui depuis des années déjà cherchent des moyens à lutter contre ça. Par exemple,
à Seattle, il y a un courant qui s'appelle le Seattle Solidarity Network. C'est le réseau de solidarité de Seattle. C'est un groupe de gens qui font plus ou moins une chose comme une sorte de, je ne sais pas si vous dites en français, une ligne de piquet volant, c'est-à-dire ce sont des gens aussi précarisés qui aident même les individus, mais aussi des groupes précarisés dans des luttes très petites, mais avec chaque victoire, et il y a eu pas mal de victoires, on intègre ces gens-là aussi dans le réseau. Et comme ça grandit. Donc c'est une forme de lutte jusqu'à aujourd'hui d'une petite échelle contre l'extrême atomisation de la force de travail qu'on connaît un peu partout dans le monde capitaliste. Alors donc, là où je veux en venir avec tout ça, c'est que malgré, enfin plutôt à cause de la façon dont le capitalisme en crise depuis 40 ans essaie de plus en plus de condenser le temps de travail nécessaire par des diverses formes que j'ai mentionnées, son produit direct, c'est ce précariat qui maintenant s'est montré, au moins aux États-Unis, pour la première fois capable de s'allier avec, disons, une classe ouvrière organisée, syndicalisée, plus classique. Donc, j'ai bien dit mon mot. Je veux ouvrir la discussion, le débat à tous qui ont quelque chose à dire.